Bonjour à tous et bienvenue dans Talent et Carrière, votre émission dédiée au monde du travail. Cette semaine au programme, l'intelligence artificielle va-t-elle devenir notre nouveau recruteur? Et pour en parler, je vous propose d'écouter mes 4 invités, avec 2 invités qui ont fait le choix de l'intelligence artificielle pour recruter et 2 autres invités qui ont fait le choix justement de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Je vous propose de les écouter. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle est en train de devenir le nouveau recruteur? Est-ce que certains y voient un gain de temps énorme, d'autres une perte de sens, voire une perte de lien humain? Alors, qu'est-ce qu'on doit en retirer? Est-ce qu'on doit s'en réjouir? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Peut-être un peu des deux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos invités. Je reçois Cyril Pierre de Gaillère, CEO de Rocket School. Bonjour. Bonjour. Cyril, vous êtes donc plutôt pour l'IA. On va voir ça dans cette émission. Damien Leblond, vous êtes directeur général de Célescope qui intègre l'IA dans ses outils d'évaluation de recrutement de dirigeants. Bonjour Damien. Bonjour Alexia. Jean-Philippe Teboul, vous êtes directeur d'orientation durable qui revendique plutôt un recrutement 100% humain et qui met en avant la noblesse du métier. Bonjour Alexia, c'est tout à fait ça. Voilà, et avec nous, Élodie Elio, psychocriminologue et fondatrice de Profiler 360 qui forme les recruteurs à lire au-delà des CV dans les motivations et les enjeux et les signaux faibles. Alors on a une profileuse avec nous. Bonjour Élodie. Bonjour Alexia. Alors Cyril, j'aimerais commencer justement par vous qui utilisez, on va commencer par l'école, puisque c'est là où tout commence, n'est-ce pas? L'école, donc justement, vous utilisez les algorithmes pour détecter les potentiels des candidats concrètement. Comment vous utilisez l'IA et comment est-ce qu'elle vous permet d'identifier les talents? Alors, on œuvre avec France Travail, on fait de la reconversion et on forme des commerciaux et on forme aussi des recruteurs depuis peu. Et notre gros challenge, c'est d'identifier des profils qui ont la personnalité pour réussir dans les métiers. Donc on a des gros volumes entrants et ces gros volumes, on les traite d'abord avec de l'IA, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes prédictifs, ils répondent à des questionnaires et il y a une machine qui tourne, une IA qui tourne et qui derrière va nous permettre de prédire la réussite. Donc ça nous donne le début de la chaîne du recrutement. Ensuite, il y a de l'humain, mais comme il y a des gros volumes, c'est très très pratique pour nous d'utiliser l'IA au début. Vous dites prédire la réussite, donc ça va même au-delà des compétences. Là, on n'est plus sur le CV. Tout à fait. Je vous donne un exemple tout bête. On forme des commerciaux. Un commercial, on va rechercher des gens, on va rechercher les traits de caractère, la personnalité, ce que nos amis américains appellent les soft skills. On va chercher quelqu'un qui aime bien aller vers les autres. Quelqu'un qui n'aime pas parler aux autres, il ne sera pas bon commercial. On cherche quelqu'un qui aime bien les challenges, parce que souvent, un commercial, il a un gros variable dans son salaire. Et on cherche aussi quelqu'un qui ne se laisse pas aller et qui, quand on lui ferme la porte, il va rentrer par la fenêtre. Et ça, l'IA et les algorithmes prédictifs nous permettent de faire un premier filtre. Damien, vous évoquez l'hybridation entre digital et humain. Selon vous, jusqu'où l'IA est-ce qu'elle peut-elle aller justement pour identifier un candidat sans forcément déshumaniser le processus? Je pense que nous, on intervient pour des cadres et dirigeants. Et dans un processus de recrutement, il y a, si je veux vraiment simplifier au maximum, il y a 2 grandes phases. Il y a une phase d'identification et puis une phase de sélection. Oui. Pour la phase d'identification, aller chercher sur le web, identifier des gens, etc., l'IA a beaucoup d'intérêt, elle fait gagner beaucoup de temps sur ces phases-là qui sont très transactionnelles finalement. Et chez nous, notre pratique, c'est que dès qu'il s'agit ensuite, une fois qu'on a identifié ces gens, de les rencontrer, de parler avec eux, de prendre un rendez-vous ou autre, c'est l'humain qui prend le relais. Donc nous, on est vraiment entre les deux et on essaie de mettre de l'IA aux endroits où on peut vraiment gagner en temps, gagner en efficacité quelque part, mais tous les aspects relations humaines, on les garde faits par les humains. Et c'est là où on essaie d'hybrider les deux et de faire au mieux. Jean-Philippe Teboul, je vous vois regarder avec cet air de moi, c'est pas tout à fait ça avec moi. Alors justement, vous penchez plutôt sur presque du 100% humain. Comment vous voyez le recrutement, vous? Nous, la façon dont on voit le recrutement, justement, c'est avec une responsabilité sociale du recruteur. Et le lien avec l'IA, comme tout le monde, comme chacune des personnes autour de sa table, de cette table, chaque matin dans notre mail, on a une demi-douzaine de prestataires IA qui nous proposent différentes prestations. À 90%, je pense que les exceptions sont souvent autour de la diversité, où c'est peut-être que là où l'IA est le plus intéressant, mais la plupart du temps, on va vous proposer de présélectionner des candidats, on va vous proposer des appels téléphoniques par une machine, un automate. Et en gros, déjà, c'est pas si moderne que ça, pour moi. Oui. Ça se résume à, c'est Carlos Ghosn, années 90, Renault, cost killing, on va couper les coûts. Et surtout, et c'est là où ça nous fait vraiment peur, qu'est-ce que vous échangez contre cet argent que vous gagnez? Vous échangez une
perte de l'extrême connaissance de votre décision. Vous comprenez moins pourquoi vous allez recommander tel candidat ou telle candidate. Si on se met à la place d'un prof, c'est comme un prof qui doit dire à un élève qu'il a 2 sur 20, à l'autre qu'il a 14 sur 20. Il n'a pas exactement compris pourquoi. Et nous, du coup, ça nous pose des problèmes, avant tout dans les relations candidats. On est assez fiers de systématiquement, quel que soit le niveau de rejet de la candidature, proposer aux candidats de leur expliquer pourquoi. Si vous travaillez de cette façon-là, si vous maîtrisez tous les aspects, c'est super rapide de dire, sur le deuxième critère, d'autres candidats étaient moins pertinents que vous. Sinon, vous ne pouvez pas. Ensuite, dans les relations clients, vous êtes tous dans le recrutement et vous savez bien que parfois, un client, il n'est pas content de la première sélection. Et en réalité, c'est rarement les hard skills, c'est rarement quelque chose comme les 5 ans de formation ou les 8 ans d'expérience dans tel domaine. Parce que ça, vous l'avez géré en amont. Soit vous lui avez dit c'est au succès, soit vous êtes débrouillé pour les trouver. C'est beaucoup plus souple que ça. Ça va être la perception. Par exemple, un grand classique, il vous avait dit en début de mission qu'il voulait quelqu'un d'une école de commerce. Il ne voulait pas une école de commerce. Il voulait une grande école, de commerce. Voilà, c'est toujours pareil. Si vous maîtrisez ça, oui, vous êtes en capacité d'entamer ces dialogues, sinon vous n'êtes pas en capacité d'entamer ces dialogues. Élodie, justement, vous soulignez l'importance des recrutements, notamment parce que vous rappelez qu'un recrutement sur 2 échoue en moins de 18 mois. Est-ce que c'est justement la preuve que les outils ne font pas tout ? Oui, pour moi, justement, effectivement, c'est souvent sur les soft skills que ça se joue. Et comme vous venez de le dire, rarement sur les hard skills, donc les compétences. Et je pense que si un recrutement sur 2 échoue ainsi au bout de 18 mois, c'est que réellement l'humain compte, en fait. Et que si on donne trop de place à l'IA au niveau de la sélection, il risque d'y avoir une problématique ensuite dans l'intégration notamment du candidat, parce que je pense que dans les recrutements, on ne prend pas suffisamment en compte ensuite l'intégration, le manager, la personnalité de justement ce manager, la personnalité composée des différentes personnes de l'équipe et comment ce futur intégrant va travailler avec cette équipe et surtout avec son manager ou même ses managers ou le dirigeant ou les dirigeants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous évoquez souvent, alors du côté à ma droite, donc les pro-IA, à ma gauche, voilà. Mais c'est vrai que vous évoquiez tous les deux, justement, le fait que l'IA peut quand même nous faire gagner du temps en tant que recruteur sur le volume de candidatures. Pour autant, vous l'utilisez plutôt sur les soft skills, qui est aussi un usage, on va dire, plutôt humain à la base, de détecter est-ce que le commercial a justement, est-ce que c'est uniquement en remplissant un questionnaire, il va dire, moi je me sens très avenant. Et là, vous allez dire, super, dans le questionnaire, il a répondu qu'il était très avenant, donc c'est un super commercial. Mais peut-être que si on le rencontrait pour de vrai, on ne sentirait peut-être pas cette âme de commercial. Comment ça se passe justement pour vraiment savoir les soft skills, comment on les détecte ? Tout à fait, c'est super intéressant ce que vous dites. Il y a une vingtaine de consultants à orientation durable, et quand on débriefe les recrutements, les entretiens de recrutement, cette partie-là, la deuxième phase, ils disent tous la même chose, c'est en réalité, on note 30-40% de ce que dit un candidat. Parce que la moitié de ce qu'il vous dit, c'est des éléments de langage. Il va vous dire « j'adore le management participatif ». Il ne va pas vous dire « je m'épanouis dans la dictature ». Et un bon recruteur, c'est pour ça que nos recruteurs, ils ont 15-20 ans d'expérience, son vécu professionnel va faire qu'il sait à quel moment rebondir. Il va sentir un ton, il va sentir l'emploi de certains mots, où il va se dire « là, il y a quelque chose que je peux dérouler ». Et derrière, et c'est un métier passionnant le recrutement, ça fait partie du sel du recrutement, et derrière, je sais que je vais totalement maîtriser, sans l'avoir délégué, la raison pour laquelle je suis sûr de moi par rapport à cette compétence ou à cette absence de compétence. Oui, Damien. Pour revenir sur ce que vous dites tous les deux, moi je partage à 200% l'aspect soft skills. Et d'ailleurs, dans ce qu'on fait nous, on a différentes étapes dans le recrutement, et il y a une grande partie qui est autour de l'évaluation de la personnalité. On a plusieurs docteurs en psycho chez nous, on utilise des outils psychométriques qui ont une validité scientifique, etc. Et là, je ne voudrais pas qu'on se fourvoie, c'est-à-dire là où on utilise l'IA, nous, c'est pas dans les premiers contacts, enfin dans aucun contact, parce qu'on veut pas, on veut justement trouver, sentir quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans le premier contact, etc. C'est pas dans l'évaluation non plus, mais c'est vraiment dans le fait d'identifier des gens, c'est dans le fait de formaliser par écrit ce qu'on a compris d'une entreprise, et on passe beaucoup de temps en amont pour rencontrer beaucoup de gens, pour essayer de comprendre le système dans lequel va s'intégrer la personne, parce que je vous rejoins, pour moi le recrutement c'est un acte de management.
Et c'est le premier acte de management. Et c'est j'intègre quelqu'un dans un système, ce que vous avez très bien décrit, dans un système. Il va faire partie d'un système, tous les gens qui sont autour, etc. Et donc, nous, je voudrais vraiment être clair sur l'usage qu'on a de l'IA. C'est vraiment sur les phases d'identification en amont. Oui, Elodie, je sens que vous voulez rebondir. Allez-y. Oui, alors je pense vraiment que certaines personnes qui mériteraient justement d'avoir un CV qui est étudié par un humain, qui serait un CV qui serait mis de côté par un des biais cognitifs de l'IA, qui, par exemple, si on prend notamment certains exemples d'entreprises qui sont allées complètement dans un biais cognitif en s'enfermant dans ce biais IA, je pense qu'il y aurait des personnes qui pourraient totalement convenir à certains postes qui seraient éliminés d'emblée. Mais pour être très clair, chez Célescope, il n'y a aucun CV qui est lu par l'IA. Les CV sont tous lus par des humains. Juste parce que là, on est quand même sur une discussion plus générale des entreprises. Mais par exemple, Cyril Pierre de Guerre, justement, vous qui misez sur l'IA pour identifier les soft skills, est-ce qu'à un moment donné, l'algorithme a pu déjà se tromper ? Alors, juste avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur le sujet. Ce que vous proposez est ultra qualitatif. Et parfois, on n'a pas forcément les budgets. Nous, on est avec France Travail, on a 20 000 candidats par an. Et au début, je m'étais dit, on va les interviewer, faire un suivi d'ultra qualité. Et en fait, avec les budgets qu'on a, c'est juste impossible. Et donc, on passe avec des tests de personnalité. Ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on ne regarde pas les CV, on ne regarde pas les diplômes. Donc, j'ai à la fois des bacs -3, j'ai un ancien légionnaire qui était parti servir la France, qui est revenu 10 ans après avec un brevet, personne ne lui faisait confiance. On l'a identifié grâce à ces tests de personnalité et à ces algorithmes. Et on a un bac +8 qui est un vulcanologue qui ne trouvait pas de boulot. Il n'y a pas assez de volcans et je ne peux pas beaucoup l'aider à en faire plus. Et ben, on l'a aidé à se reconvertir. Donc, ça aide aussi. Après, peut-être que je rentrerai dans le détail parce qu'on n'utilise pas que ça, on est complètement d'accord. Mais une petite anecdote qui était assez rigolote. Un jour, sur un profil, l'algorithme nous dit, bon, bah non, cette personne ne serait pas un bon commercial. Et donc, automatiquement, il reçoit un mail personnalisé par l'IA qui lui dit, bah non, désolé. Et on lui conseille d'autres postes qui pourraient lui plaire. Et ben, le lendemain, en fait, on l'a vu en costard-cravate à toquer à notre porte et à dire, je veux vraiment faire Roadkate School. Et j'ai trouvé ça super intéressant, ce côté un peu Finalement, l'algorithme a eu tort, et derrière, il a commencé, il est chez nous, maintenant il est en poste, et derrière, d'aller contre l'algorithme et de lui dire j'ai vraiment envie. Donc le côté, quand on ferme la porte, je rentre par la fenêtre, il l'a fait. Moi, j'ai trouvé ça génial, parce que c'était le... En fait, ce qui est intéressant dans les deux approches, c'est que d'une part, effectivement, l'IA peut aider à détecter ce que nous, on ne peut pas détecter sur un simple CV, parce que finalement, le CV ne dit pas tout. Là, dans votre approche, effectivement, il y a le fait de détecter des signaux faibles et des soft skills, justement pour enlever ce plafond de verre ou ce mur invisible, comme c'était le cas de votre militaire, justement, qui n'aurait jamais pu avoir un entretien. Finalement, si on voit que quelqu'un à 5 ans, un trou dans le CV énorme, peut-être qu'il ne passera jamais la première barrière de l'entretien. Là, ça permet effectivement, l'IA permet d'avoir cette opportunité de dire il y a peut-être quelque chose à creuser avec cette personne. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit aussi qu'effectivement, l'IA ne peut pas tout faire. Et donc, aujourd'hui, ceux qui nous regardent sont en train d'hésiter. Ils ne savent plus si, justement, vous parlez de budget la dernière fois, faut-il mettre un budget beaucoup plus important dans l'IA pour qu'elle nous aide finalement à traiter l'information de masse, ou faut-il plutôt mettre un budget sur des personnes plutôt comme vous, j'ai envie de dire, qui ont une approche beaucoup plus humaine, de profileuses, avec des compétences qu'aucune technologie ne peut avoir au final. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vers où s'orienter? Je serais totalement subjectif sur la pertinence ou pas de travailler avec mon cabinet. Quoi qu'on travaille que pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Bon, pour ceux qui ne sont pas dans l'économie sociale et solidaire, on leur conseille une approche humaine. Mais surtout, pour moi, la réponse à cette question, dans quel cas l'IA est une bonne et une mauvaise chose, paradoxalement, elle n'est pas dans l'IA. Elle est dans la capacité de chaque dirigeant ou dirigeante à réfléchir sur le long terme et à voir le succès de sa boîte sur le long terme. Je m'explique, aujourd'hui, vous avez énormément de cabinets de recrutement qui sont dans une approche court-termiste où, en gros, le consultant, il sait très bien que s'il ne fait pas ses chiffres à la fin de l'année, on va devoir se séparer de lui. Ouais. Quand vous êtes dans cette approche, le gain de temps que vous procure la simplification IA, le consultant, il ne peut pas l'utiliser pour aller rescreener les 120 CV rejetés par l'IA pour voir s'il ne s'est pas trompé quelque part parce qu'il y a tel bout de phrase dans la lettre de motivation qu'apporte une nouvelle approche. Vu que tous les concurrents vont être dans la même logique, ce qui va se passer dans ce cas-là avec le consultant en question, c'est qu'on va voir le seuil minimum de productivité qu'on attend de lui se relever. Et c'est là l'énorme récit avec l'IA. J'ai pas mal de clients dans l'humanitaire et il ne faut pas oublier, pour éviter d'être fasciné dans la technologie, que
Aujourd'hui, on est dans une planète qui, techniquement, peut nourrir 10 à 12 milliards de personnes, et depuis des décennies. Il y a 2 milliards de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas tout miser sur la technologie, et ces questions-là, elles relèvent plus de la stratégie et de la capacité d'accompagnement de la vision de long terme, et c'est en fonction de ça qu'il peut y avoir des améliorations. Alors Damien, vous évoquez aussi le risque d'autophagie des modèles d'IA, justement, quand une IA analyse un CV qui est produit par une autre IA. Donc en fait, ce sont des IA qui se parlent et qui finalement... Peut-être en dire 2 mots, mais oui. Vous aviez posé la question, je crois, et j'aurais aimé l'entendre, parce que quand on est profileuse, etc., je pense qu'il y a aussi tu parlais de volume de candidatures, il y a un moment où on ne peut pas profiler des dizaines de personnes. Ah mais ça vient dans un... Alors, est-ce qu'on peut profiler des dizaines de personnes? Pour les comparer... On peut, mais ça prend du temps. Voilà. Et donc de l'argent, c'est coûteux, j'imagine, pour les entreprises et les recruteurs. C'est certain. Par contre, je rebondis quand même sur ce que vous disiez par rapport au fait d'enfoncer la porte et de rentrer par la fenêtre. Ce que je me demande, c'est les profils, par exemple, que vous proposez comme ça, qui sont donc a priori adaptés, admettons, pour être commerciaux, donc qui ont des profils par rapport à vos questionnaires qui collent, si on peut dire. Est-ce que le client est prêt à assumer l'autre côté de la pièce? C'est-à-dire qu'il y a toujours un endroit et un envers dans, par exemple, quelqu'un qui va vouloir enfoncer des portes et rentrer par la fenêtre. Mais ce qui pose souvent problème dans ce type de profil, ce que j'appellerais binaire, c'est qu'il y a parfois une problématique ensuite, par exemple, de canalisation de la personne, ou on va dire... Il n'a pas tapé dans la porte. Hein. oui, je pensais... à qui on ferme la porte et qui rentre par la fenêtre, mais en tout cas qui, on va dire, aurait des personnalités qui, parfois, peuvent être problématiques en entreprise. Et je remarque que souvent, en fait, dans le recrutement, on cherche un profil correspondant à un poste, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui, justement, va être débrouillard, va aller de l'avant. Vous preniez l'exemple de ce militaire donc, qui, effectivement, a insisté. Alors là, ça peut tout à fait coller et ça peut correspondre à ce que votre client, par exemple, recherche. Mais parfois, il y a l'envers du décor qui fait que cette personnalité ou ce profil particulier qui correspondrait sur le papier à un poste pose souci ensuite. Mais est-ce que ça veut dire que les profilers, des personnes comme vous arrivez à identifier vraiment les problèmes qu'il peuvent y avoir ensuite, c'est ça? Oui, justement. C'est ça, c'est que vous arrivez à voir au-delà de la performance ou on va dire des paillettes qu'il y a pu avoir au démarrage dans l'entretien. C'est là où je veux en venir, effectivement, c'est que je pense que le risque, c'est de ne voir qu'un côté du recrutement et uniquement les avantages et pas les inconvénients qui vont avec. Et en fait, une personnalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Reparlons de l'autophagie, s'il vous plaît. Oui, non, mais il n'y a aucun problème, c'est très enrichissant. Mais effectivement, c'est intéressant puisque on est quand même, la société tend beaucoup plus vers du 100% IA. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a même des entreprises qui licencient d'énormes quantités de masse salariale. Le cas d'Accenture, avec 11 000 salariés qui vont être... voilà, on leur dit gentiment au revoir, ou pas gentiment, je ne sais pas. En tout cas, c'est réel. Il y a de plus d'entreprises qui font plus le choix, même en tant que collaborateurs, d'avoir des collaborateurs qui sont plus, finalement des agents IA. Donc, qu'est-ce qui se passe si justement une IA veut recruter une autre IA? Est-ce qu'on est dans un avenir où finalement c'est un agent IA qui va recruter un autre agent IA? En fait, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de CV ou de lettres de motivation qui sont rédigées par l'IA, peu importe quelle IA générative. Alors nous, encore une fois, on les lit. Mais j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un professeur d'une faculté parisienne qui m'a mis le doigt dessus en me disant on commence à parler, il commence à avoir des gens qui publient des choses, des scientifiques ou des philosophes qui publient des choses sur l'aspect autophagie, et ils appellent ça la crise de la vache folle pour les IA. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, une IA va lire un truc généré par une autre IA, mais à chaque fois il y a des biais. On parle de la mort d'Internet d'ailleurs. Hein, et donc, voilà, et je pense que dans tout ça, il n'y a pas d'IA, s'il n'y a pas de data, c'est une chose, mais il y a surtout... je pense qu'il y a un aspect éthique et réglementaire qu'il faut avoir en tête, et je pense qu'en Europe et en France, on n'est pas en retard là-dessus. Oui. Il y a l'IAC, il y a des choses comme ça, et donc
L'autophagie, c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet parce qu'il y a des chiffres assez intéressants. C'est que près de 70% des candidats et 80% des recruteurs utilisent l'IA principalement comme assistant à la rédaction. C'est ça, pour rédiger des choses. C'est-à-dire qu'on a un CV rédigé par une IA. C'est très facile. Un descriptif de poste rédigé par une IA. Aujourd'hui, on peut faire même un CV en quelques secondes, en quelques clics avec un prompt pour être exactement dans les clous et répondre exactement à telle offre d'emploi. Il y a une autre conséquence à ce que vous dites. Non seulement on est devant une perte d'emploi, mais on est dans des métiers qui deviennent de moins en moins intéressants. Oui. Quand on est otage entre deux IA. J'imagine que chacun d'entre vous a eu l'occasion de rencontrer des conseillers bancaires. L'évolution du rôle des conseillers bancaires depuis 10 ans, ça fait très peur. Il y a 10 ans, je me rappelle, j'ai créé Orientation Durable il y a 15 ans, il y avait une confrontation. Ils disaient oui, ils disaient non, ils disaient souvent non à l'époque, sur les autorisations de découvert. Mais il y avait une confrontation. Il jugeait, il avait un avis à donner. Aujourd'hui, il rentre les données dans la machine. Et il est là pour se faire engueuler à la place de la machine si le client n'est pas content. Et vous regardez les gens dans les supermarchés à côté des caisses automatiques, ils ont ce même rôle. Je me permets de rajouter ça à ce que vous disiez sur ce côté. Il y a aussi, si on n'y fait pas attention, et je suis d'accord que l'IA a un rôle, RGPD qui s'en occupe un petit peu, un rôle, ainsi de suite, un vrai risque qu'on ait des boulots seuls face à la machine qui vont être extrêmement tristes. Comment vous voyez ça, justement, vous, dans vos étudiants, Cyril? Est-ce que le métier de commercial est un métier, justement, qui va encore évoluer, qui est encore humanisé, ou ça va être encore un agent Le métier a énormément changé. En fait, nous, on forme des commerciaux geeks, en fait. On forme des commerciaux qui vont apprendre des outils d'automatisation. Quand on reçoit un mail, il y a une IA qui pré-répond, qui prépare le travail, qui va automatiquement aller chercher des profils sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, créer des fils. Donc, on forme vraiment des commerciaux geeks et on voit que ça évolue très vite. Et en fait, notre challenge, c'est de les former à se reformer très très rapidement. Parce qu'on est souvent, il y a des petites astuces qui vont être efficaces pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et il faut très régulièrement se mettre à jour. Et on a parfois des commerciaux vieille école, entre guillemets, qui font notre formation de réorientation parce qu'ils sont au chômage. Et le fait de leur rajouter toute la composante compréhension du numérique, compréhension de l'IA et de l'automatisation, on les rend opérationnels. Mais oui, c'est un secteur qui change très très rapidement. Oui, parce que là, on parle effectivement du recrutement, on parle du recrutement d'humains. Pour l'instant. Voilà, on va parler bientôt d'un recrutement d'agents, et c'est déjà le cas. Mais vous avez dit dans notre préparation, juste avant le démarrage de l'émission, une petite phrase qui m'a interpellée, c'est « La malbouffe a créé le bio, l'IA va créer un nouveau besoin, le plus d'humains ». Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que le fast-food, c'était très intéressant au départ parce que c'était rapide, on a compris que ça créait de l'obésité, que ça créait des problèmes de santé graves. Et pour aller à contresens du fast-food, eh bien, il y a de plus en plus de magasins bio, beaucoup plus de... Mais ça reste une niche, ça ne va pas sauver le système. Voilà, mais ça n'a pas sauvé le système. C'est-à-dire qu'il y a encore des consommateurs du fast, de cette malbouffe, comme vous dites. Il y aura toujours des consommateurs qui vont choisir l'IA pour aller plus vite, mais ça veut dire aussi peut-être créer une nouvelle forme de recrutement. Et c'est là aussi où, à nous, j'ai envie de dire humains, d'être plutôt créatifs dans cette, pour contrer un peu l'IA. Parmi les pistes, le fait de proposer à tous les candidats, quel que soit encore une fois le stade, de leur répondre, ça peut être un excellent, on réfléchit à des labels en ce moment sur le sujet, mais si les cabinets de recrutement sont obligés de dire aux candidats qu'ils peuvent leur expliquer pourquoi ils ne sont pas retenus ? Pourquoi ils ne sont pas retenus ? Ils vont éviter immédiatement, les recruteurs, les dérives avec l'IA. Parce que si vous avez délégué une partie de votre process de sélection, Damien sera d'accord avec moi qui connaît ce métier du recrutement, si vous l'avez délégué, ça revient extrêmement cher et c'est extrêmement long d'aller chercher l'info. Mais là, vous touchez un point quand même assez important parce qu'on le sait, les DRH n'ont pas le temps de donner des réponses individuelles. On ne peut pas leur en vouloir. 1000 candidatures par jour, c'est compliqué. Mais vous touchez un point important dans le sens où, du côté du candidat, on rêverait tous, je me mets avec eux, mais ils aimeraient tous avoir cette réponse, de savoir pourquoi je n'ai pas été retenu. Est-ce que ça voudrait dire quoi ? Créer un nouveau label ? Est-ce que c'est au niveau du gouvernement qu'il faudrait créer ça ? Est-ce que c'est une régulation avec l'IA Act ? En ancien plaideur ONG que je suis, il n'y a plus grand-chose que vous pouvez obtenir aujourd'hui en termes d'amélioration sociale, environnementale au niveau d'un gouvernement. Avant que ça arrive au décret, généralement, il y a un lobby MEDEF, AFEP, que pour le coup, je comprends, parce qu'il touche à la compétitivité nationale. Donc, si c'est intergouvernemental, il faut que ce soit des normes internationales, à minima au niveau de l'UE, voire plus grosses, qui obligent à ce respect minimum du candidat. Après, je pense, nous, on travaille sur le sujet en ce moment, qu'il peut avoir des labels qui se montent, et ça arrivait très souvent, et c'est fait partie également de l'économie sociale et solidaire, une capacité qu'a l'ESS de tenter des nouvelles choses. Je pense que ça peut être intéressant si ce genre de choses se monte demain pour montrer qu'il y a des façons d'intégrer toutes ces nouvelles technologies qui sont géniales par plein d'aspects, tout en continuant
à respecter les gens. Parce que cette génération de candidats qui arrivent, à qui on va mettre en face de chatbot, on va mettre en face de tout ça, alors que le candidat, il ne faut pas l'oublier, il flirte toujours avec le sentiment d'humiliation. C'est compliqué de faire la part entre ma candidature est rejetée, je suis rejeté en tant qu'être humain. Ça me fait très très peur sur quelques années quand ils vont comprendre que la boîte en face ne les a pas jugés suffisamment intéressants pour déléguer 10 minutes d'un être humain. Comment vous feriez en tant que pro de l'IA, IA enthousiaste pour justement venir pallier à ce problème? Alors, dans l'outil qu'on utilise, il nous conseille certains métiers en fonction des traits de caractère. Et donc, dans notre réponse, on parle de ces métiers, on donne quelques éléments de réponse et on redirige vers d'autres écoles de l'économie sociale et solidaire en l'occurrence, où potentiellement ils pourront creuser des pistes. Mais je rebondis sur ce qu'Élodie disait tout à l'heure, moi j'adorerais avoir de l'ultra-qualité, mais avec 20 000 candidats par an et des budgets alloués par l'État frugaux, juste mais frugaux, on est obligé de... Enfin voilà, on fait le mieux. Et là ce qui est bien, c'est qu'on a 96% des gens qu'on a identifiés. Alors après il y a de l'humain, il y a un peu de l'algo, ensuite de l'humain, et 96% des gens qu'on a identifiés commencent en entreprise et passent les 3 premiers mois. On compte que 3 premiers mois, la période d'essai pour nous, mais on est sur des taux de réussite qui sont quand même assez sympas. Les dirigeants, oui. Oui, après, bon, je pense, oui, effectivement, les 3 premiers mois, ça fait quand même très, très court. Maintenant, par contre, effectivement, on ne peut pas, avec notre méthode et le fait de se former, par exemple, au profilage et d'apprendre à repérer, on va dire, le candidat ou les candidats qui conviendraient, c'est vrai qu'on ne pourrait pas passer 20 000 CV à l'année. Par contre, ça rend un DRH, un dirigeant plus aguerri, plus à l'affût, plus rapide aussi. Alors, il existe aujourd'hui des logiciels d'IA, justement, qui sont des profilers et qui vous filment. Non, mais c'est vrai, il y a cette entreprise qui existe et qui vous filme et qui détecte les petits signaux, les petites émotions et que nous, voilà, qu'on ne pourrait jamais voir en entretien. Donc là, Élodie n'est pas du tout d'accord avec cette entreprise. Mais effectivement, est-ce qu'on ne va pas encore plus essayer, finalement, avec l'IA, de digitaliser, de DIAiser, plus ces métiers de profiler avec la reconnaissance faciale, avec tout ce qui existe aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas un risque? Je ne pense pas que l'IA puisse un jour avoir une intelligence émotionnelle. Et à mon avis, c'est vraiment ça qui fait la différence, en fait. La connaissance de lui-même en tant qu'être humain, en tant que recruteur, et la connaissance des différents éléments émotionnels, physiques, synergologiques, je ne pense pas qu'une IA soit capable d'aller aussi loin. Merci. Pour un dirigeant, le mot de la fin, un seul mot de la fin pour le dirigeant, Damien? Pour un dirigeant? Oui, qui nous écoute. Qui nous écoute? Non, je pense le thème de l'émission, c'était l'IA nouveaux recruteurs. Moi, je pense que les nouveaux recruteurs utiliseront l'IA, mais l'IA ne remplacera pas les recruteurs. Voilà, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Le Figaro Télé de Talent et Carrière. Merci à tous.